Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. En ce samedi matin, nous avons décidé, Henri et moi, de vous parler de deux produits fabuleux et de saison, de surcroît, que sont l'amaury et l'asperge. Qu'est-ce que c'est, comment les préparer, comment les accompagner, voilà quoi. Bonjour Henri. Bonjour Michel, bonjour Lucie. Ouais, Lucie à la technique pour nous accompagner. Les asperges, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu as 2-3 infos à leur sujet? Alors les asperges, c'est un légume qui a les faveurs des Français sur les tables depuis des siècles, depuis le XVIIe siècle on connaît ça. Le roi Louis XIV en raffolait, surtout les blanches. Il avait même demandé à son jardinier, la Quintigny, d'en avoir toute l'année. Comme quoi le problème de saisonnalité, ça ne concernait pas trop le bon roi Louis XIV. Il voulait des asperges tout le temps. Et on en cultive, c'est un légume qu'on cultive vraiment partout. Il y en a en Bretagne, il y en a en Alsace, il y en a dans le Val-de-Loire, il y en a beaucoup en Provence. Notamment les asperges de Pertuis, les asperges de Malmort, qui sont des appellations très réputées. Alors tu sais Michel, qu'il y a les vertes, les blanches, les pourpres. Les vertes sont pas une variété différente, comme tu sais, c'est juste une question de maturité. Surtout qu'elles soient élevées en plein air, c'est-à-dire que les blanches, c'est un peu comme les endives, comme elles poussent sous terre dans des buttes d'environ 30 cm de haut, elles restent blanches, elles n'ont pas d'accès à la chlorophylle, elles font pas leur photosynthèse. Les vertes, au contraire, ont été exposées à la lumière et donc deviennent vertes. C'est pas du tout les mêmes goûts, on en parlera peut-être. La verte est plus sur le petit pois, sur l'artichaut, et la blanche un peu plus amère, un petit peu plus délicate. Et bref, on en trouve partout, et on en trouve même, chose peu connue, encore un petit peu à Argenteuil. Pendant longtemps, Argenteuil, à une dizaine de kilomètres de Paris, a été un fief de la culture d'asperges. C'est pour ça que dans les garnitures classiques qu'on trouve chez Escoffier, on trouve souvent à la Argenteuil ou garniture Argenteuil, ça veut dire asperges. Et ces asperges-là, sache-le, étaient servies lors du dernier repas quasiment en 1912 sur le Titanic. Les malheureux qui ont fini dans les flots ont pu quand même goûter ces délicieuses asperges d'Argenteuil. Voilà, donc c'est un légume qu'on trouve partout. Les Alsaciens en sont friands aussi, les Allemands ont une passion pour les asperges. Et là, elles arrivent et il faut en profiter parce que ça ne dure pas très longtemps. Ouais, non, alors ça dure pas longtemps, mais moi j'ai des bons souvenirs de la sœur de ma grand-mère, ma grande-tante, qui faisait ses bocaux, parce qu'on en faisait pousser beaucoup dans le Gers, et de la blanche principalement. La verte, ouais, très peu. Et ouais, moi j'ai des souvenirs de repas de famille, on en bouffait des kilos, quoi. Et ce qui était dingue, c'est que même presque crues, elles étaient tendres. Alors, notamment les vertes, il faut bien dire que les vertes, elles peuvent se manger totalement crues. On enlève juste les petites folioles, les petites feuilles qui sont sur la tige, et on peut les manger un peu émincées ou coupées en petits morceaux assez finement, c'est croquant avec un peu de parmesan, une salade de saison. Enfin, on peut vraiment la manger crue. La blanche, il faut la cuire. Mais l'avantage de l'asperge, c'est qu'il n'y a pas besoin on peut la cuisiner, mais on peut aussi la servir simplement cuite avec une vinaigrette, avec un petit pesto. Je vais en parler après sur les petites sauces émulsionnées, mais ouais, t'étais sur la cuisson. Ouais, donc les vertes crues. Les vertes crues ou juste poêlées rapidement. Juste poêlées, ouais, un aller-retour. C'est 3 minutes. Dans une petite poêle avec 3 minutes grand max, sinon elles vont se ramollir et c'est pas forcément il faut les garder croquantes, les vertes. Et les blanches, j'ai regardé, c'est toute technique de cuisson. On peut les faire poêler 20 minutes, on peut les faire cuire à l'eau 20 minutes, à la vapeur. Oui, bien sûr. Ça accepte toutes les cuissons. Stérilisé en bocaux, là c'est génial parce qu'on en a après toute l'année. C'est ce que faisait ma grand-mère, tu sais, les bocals le parfait. Ouais, bien sûr. On passait une journée à faire les bocaux d'asperges, mais... Après, on en a tout le temps qu'on Ah ouais, mais c'était chouette, quoi, sur les plateaux. Alors, dans le Gers, on les mangeait tout le temps en entrée, froide, comme tu disais, avec une petite sauce vinaigrette, basta. Et moi j'ai découvert par la suite que ça pouvait se manger chaud avec une petite sauce émulsionnée. Alors chaud peut-être, en tout cas tiède, c'est agréable. Si chaud, ça marche. Ouais, ça marche. C'est un petit poisson blanc, tu fais. Ouais, avec du turbo notamment. J'ai des beaux plats de turbo asperges. C'est super bon. Dire, tu vois, presque nature quoi. Ouais. Juste la noisette de beurre sur les poissons, au lieu d'avoir toujours ces légumes à la con qui sont la patate et le riz quoi. On peut faire des vinaigrettes un peu travaillées, un peu sympathiques. Moi j'ai vu une recette de Christophe Sainte-Anne qui était longtemps le chef d'Alain Ducasse, où dans un mortier, un peu d'oseille, des olives dénoyautées, un peu d'huile d'olive, un peu de menthe,
par exemple, un trait de vinaigre de Xérès, et on a une petite vinaigrette au mortier comme ça, et ramassée avec pesto, quoi. une sorte de pesto, mais on n'est pas obligé de le faire jusqu'à la pâte, quoi. C'est juste écraser un peu d'oseille, de menthe, d'olive. Ça donne c'est autre chose que juste huile et vinaigre. Ouais, c'est frais, c'est pas mal avec la menthe. La menthe se marie très bien. On peut, et puis après on va. Une vulgaire mayo, hein. Une mayonnaise. Pourquoi vulgaire? Une simple mayonnaise. Simple mayonnaise. Et puis après, tu vas nous parler de toutes les dérivées de la hollandaise. Voilà, on va vous parler des sauces émulsionnées qui vont très très bien avec les asperges. Alors, sauce émulsionnée, il y a 2 grandes familles. Il y a les instables que vous connaissez. C'est simple, la vinaigrette, hein. C'est vous faites une vinaigrette maison, vous la laissez reposer, elle va se redécomposer automatiquement. Ouais. Donc elle est instable. Et les sauces émulsionnées stables, la mayonnaise, vous montez une mayonnaise, vous la laissez reposer. Normalement, elle doit pas se décomposer. Et après, il y a les froides et les chaudes. Donc on va dire que le froid c'est fait, quoi, vinaigrette, pesto, tout ce qu'on veut bien, mayo. Ce qui est plus intéressant, c'est les sauces émulsionnées chaudes. La grande classique, la hollandaise. Oui, la hollandaise qu'on appelle la sauce mère en fait, parce que toutes les autres sauces dérivent. Ouais, il y a plein de dérivés. La maltaise, la paloise, la béarnaise, tout ça, la mousseline sont des dérivés de hollandaise. Hein. Voilà. Alors la base c'est le beurre. Dans toutes ces sauces-là, en fait, vous imaginez une mayonnaise chaude où on remplace l'huile par du beurre. En gros, quoi, c'est ça. Du beurre qu'on va mettre à température. Autrement dit, il faut qu'il soit mou, mais pas fondu. Pommade, voilà. Quoi. Pommade, ouais. Ce qu'on appelle pommade dans le métier. Dans une petite casserole, on va y déposer un jaune d'œuf, on va y déposer de l'eau, du beurre, un tout petit peu de beurre, qu'on va commencer à chauffer. On va fouetter énergiquement. Alors même là, le batteur électrique de grand-mère, là, tu sais, avec les 2 fouets, là. Les 2 fouets, là, c'est très pratique, ça, pour monter les sauces à chaud. Voilà, et il faut que ça mousse. En fait, c'est là où on commence d'entrée de jeu l'émulsion. On va porter ensuite, on va ramener encore du beurre, tout le beurre mou qu'on a en pommade dessus, et on continue de monter. Et à la fin, on assaisonne sel, poivre, jus de citron et basta. Alors la seule difficulté, mais si vous avez maintenant, il y a plein d'ustensiles de cuisine de type Thermomix, on va pas faire de pub, mais en tout cas ça marche très très bien. Si vous voulez le faire à l'ancienne, il y a une petite difficulté que Michel tu connais bien, c'est juste que les jaunes, l'œuf ne doit pas cuire. Alors voilà. C'est pour ça que souvent on fait ça au bain-marie. Toujours monter, au bain-marie si on veut assurer. Ou alors, moi j'ai une autre technique, c'est-à-dire que je me mets directement sur la flamme et quand je sens que c'est un petit peu trop chaud, j'enlève et je reviens et j'enlève. Alors, moi j'ai une technique, c'est faut pouvoir poser sa main au cul de la casserole. Voilà, exactement. Voilà. Faut pas dépasser, en fait, les œufs coagulent. Les œufs coagulent à 80 degrés, 82 degrés. Donc, tant qu'on peut poser la main, on peut continuer une montée et ça va, les œufs vont cuire, mais à très faible température. Sinon, on va avoir le même problème que pour vous allez avoir de la mousse. Que l'anglaise, on va avoir de l'œuf cuit, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment que ça soit pas trop chaud, sinon on va cuire le jaune d'œuf et là c'est terminé. Hein. C'est un crumble. des œufs brouillés, quoi. Alors, la béarnaise, c'est en fait plus ou moins le même procédé. On va prendre de l'échalote ciselée, et je précise la ciselée vraiment coupée au couteau en tout petit dé, le plus petit que vous pouvez. De l'estragon, du cerfeuil. Pareil, alors moi j'aime bien hacher grossièrement pour qu'il y ait un peu de matière dans la sauce. Je mets ça au fond d'une russe, une casserole. Du poivre, Michel aussi. Attends, j'y suis pas. D'abord mes liquides, du vinaigre de vin, un tout petit peu, du vin blanc, du poivre concassé, et ça c'est important pour que ça infuse et que ça donne de la puissance. Moi je sale que à la fin, selon vraiment tout à la fin. Ça on va faire réduire presque à sec. Alors je m'explique, c'est on reste à côté, on mélange bien, on met ça à feu vif, et faut qu'il reste un petit peu de liquide, mais si on gratte le fond de la casserole, voilà, faut que ça soit sec. Donc faut trouver le juste moment. Là-dedans, on va balancer des jaunes d'œufs et on va monter comme une hollandaise. C'est pour ça que j'ai commencé par la hollandaise, parce que l'idée, hop, on baisse le feu, faut laisser peut-être refroidir un petit peu s'il le faut, parce qu'on était à feu vif au démarrage. Et là, on monte ces jaunes et on n'arrête pas, on fouette au batteur électrique, on le redit. Alors prévoyez
J'ai oublié de préciser dans ces 2 recettes, une grosse casserole. Parce que des fois, il y a les éclaboussures, c'est pas, voilà. Ça évitera de nettoyer tout le fourneau et le plan de travail à côté. Prévoyez il vaut mieux une plus grosse ruse que ce qu'on prépare sur ce coup-là. Et voilà, donc on monte nos jaunes, faut que ça mousse, si on recherche vraiment ce moment-là. Là, on va rajouter notre beurre en petits morceaux qui est en pommade, comme pour la sauce hollandaise. Et moi, à la fin, pour stabiliser la cuisson, pour arrêter la cuisson, je rajoute un tout petit peu de crème liquide, juste pour bloquer et ramener un petit peu de légèreté à la sauce. C'est tout. Et là, on assaisonne en sel. Oui, monsieur ? Il y a une variante très intéressante de Monsieur Daguin, grand cuisinier du Sud-Ouest, Oui. où il remplace le beurre par de la graisse de canard. Donc on peut faire de la béarnaise avec... Alors, monsieur Daguin, c'est pour moi une grande référence. C'est monsieur magret de canard. C'est exactement, lui... l'inventeur du magret. Enfin, en tout cas, celui qui a fait la découpe. Ce Monsieur Daguin... Non, c'est pas... c'est pas lui qui a inventé la on va se découpe. disputer. Alors, je t'explique. Avant les élevages, on pouvait pas manger la viande de canard rosée. Parce que les élevages, les canards, ils étaient dans leur fiente et tout, et c'était un gros bordel. Donc, ce qu'on faisait, parce qu'on parle de canard gras, on récupérait les foie gras et toute la viande passait en confit. Donc, il y avait du confit, les cuisses, les manchons, mais aussi les magrets. Tout ça, ça passait en confit. L'élevage s'est amélioré dans les années 70, où on commence à parler de canard en plein air, etc. Et on rebooste la qualité, le foie gras au premier plan. Et monsieur Daguin se dit, vu que les conditions d'hygiène sont mieux, on peut se permettre de manger de la viande de canard rosée. Et il prend un magret de canard, donc c'est pas lui qui a inventé la découpe, mais surtout c'est lui qui a eu l'idée de le dire, on va le faire à la poêle ou au grill. Et c'est comme ça que monsieur Daguin a mis en avant le magret de canard sur les assiettes de fête, quoi. Eh bien, c'est un grand monsieur, et en effet, son fils également, qui a pris la relève, et on peut donc faire de la béarnaise à la graisse de canard, et sa fille également. Sa fille, il y a Ariane, je suis copain avec Ariane, pour te dire. On aurait pu la voir au téléphone, parce que... je pourrais. Elle nous parlera de la... J'y penserai, on fera un spécial Sud-Ouest. Exactement, on parlera de la béarnaise ça paraît surprenant quand tu dis ça, de la béarnaise avec de la graisse de canard. Donc je vais essayer, je pense que ça peut être pas mal. Je pense que pour le cholestérol, c'est pas mieux, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc petite sauce émulsionnée, ça se marie super bien. Pourquoi ? Parce qu'on recherche un peu l'acidité sur ces 2 sauces. Ça, c'est le côté sympa. J'ai essayé aussi sur les asperges. Ça a l'air fou, mais un guacamole très citronné, avec beaucoup de citron vert. Oh, pourquoi pas ? Ah ouais, ça claque bien. Les petites chips de chorizo, asperges. Non, ça marche. Et dans les dérivés, puisqu'on a dit que la béarnaise, c'est un des dérivés de la hollandaise, qui est ce qu'on appelle la sauce mère, c'est-à-dire celle qui donne naissance à toutes les déclinaisons possibles. Il y a la sauce maltaise, qui est une hollandaise à laquelle on joint un petit peu d'orange, sous forme de jus d'orange concentré, très réduit, ou sous forme de zeste, tous les deux. Et ça marche très bien avec les asperges, l'orange aussi, la maltaise. Et il y a aussi la paloise. On reste dans le Sud-Ouest. C'est une béarnaise dans laquelle on a remplacé l'estragon par de la menthe. Et c'est très 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 bon. La sauce paloise, alors essaye une paloise avec les asperges, c'est absolument incroyable. Parce que la menthe a la petite vivacité, c'est une sauce délicieuse. C'est vraiment Sur l'estragon, on est sur l'amertume. Exactement. Il y a la choron aussi, qui n'a rien à voir avec le professeur Choron. C'est juste une béarnaise avec du concentré de tomate. Et du piment. Donc ça relève bien aussi. Et puis il y a la mousseline aussi. Alors ça c'est intéressant, c'est une hollandaise juste un petit peu allégée en texture avec du blanc d'œuf monté. Donc on fait une hollandaise, on monte bien les blancs très fermes et on incorpore. Et on a du coup une hollandaise encore plus aérienne. C'est assez intéressant pour les asperges aussi. Donc, toutes les sauces dérivées de la hollandaise fonctionnent très bien avec les asperges. Ça apporte de la rondeur, les asperges blanches, surtout. Mais si vous le faites avec des vertes, ça marche aussi. Enfin, c'est quand même un légume assez, on peut l'accommoder de plein de façons. Sérieusement, sur la viande rouge, peut-être, ouais. Je sais pas. Viande blanche, sûr, ça marche. Poisson, tous. Même un poisson gras, je dirais, avec l'asperge. Petite asperge verte sur un saumon. Pavé de saumon de l'Adour, si possible, du Sud-Ouest, justement. Du Sud-Ouest. Pas de Norvège, parce qu'on a des bons saumons dans l'Adour. Il y a des, bons élevages là-bas. Des bons produits, quoi. Ouais. On fera un spécial Sud-Ouest, on va se régaler, là. Bon, enfin, les asperges, ça s'accompagne très bien aussi avec les champignons, mais on va voir ça juste après une petite pause musicale. I was walking third eye blind, conversations in my mind, all the voices in my head are so unthoughtful, so unkind. Yeah, I used to be a coward living in the underworld, resurrected with your power.
about divination. I know what I'm after. You send me flying, I don't even need a passport. Our rituals have got me reeling, praying for a pastor. I'm like a schoolgirl wailing in the rafters, 'cause you're all I see. Coffee and clouds are we, magic stars fly free. There's you and me, you're all I see. Coffee and clouds are we, magic stars fly free. There's you and me. Un peu de zen avec Coffee and Clouds de Fika sur West Track Radio. Ouais, je disais donc que les asperges, bah, ça se marie vachement bien avec les champignons. Donc je te propose une petite recette que je trouve toute simple, hein, vraiment le truc tout con de chez tout con. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça réunit les asperges dont on parlait, les champignons, les cèpes, pas les morilles, et un autre produit que j'adore, c'est les Saint-Jacques. Et je veux dire, c'est vraiment tout con. Il y a juste un ordre de préparation. C'est tu poêles tes cèpes. Voilà, une belle coloration dans de la graisse de canard, hein, bien évidemment. Tu les réserves, tu les gardes au chaud. En plus, ça peut finir de cuire. Moi, j'aime bien les finir au four. Ça les sèche sans trop les brûler, parce que les cèpes brûlés, c'est amer. Tu gardes ton gras, tu poêles tes asperges blanches sur ce coup-là. Là, tu peux déjà disposer tes asperges sur l'assiette. Tu gardes toujours tes cèpes au chaud. Tes Saint-Jacques, toujours dans la même graisse. Donc, une poêlée, hein. Tu poêles les Saint-Jacques, une belle collerette or, voilà, bien nacrée, posée sur les asperges. Tu nappes de cèpes, un peu d'ail, un peu de persil, basta, sel, poivre. Voilà, et ça match terre, mer, forêt. C'est rapide, c'est pas économique, mais c'est rapide. Ah non, c'est pas économique du tout, là c'est foutu. Hein, on n'a pas précisé, les asperges, faut compter à peu près 20 € du kilo quand même. C'est ça à peu près, oui. Et on trouve de tout. Hein, on essaie là, j'ai regardé les étals. Ouais, là, on est sur la française depuis un petit mois déjà. Et on a déjà de la verte, de la pourpre, comme tu disais. Alors la pourpre, c'est de la verte un peu plus mure encore. La blanche, c'est de la blanche. Oui, c'est la blanche qui a mûri. Enfin, c'est entre la blanche et la verte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est entre les deux. Très très bon produit, quoi. Et ouais, donc je disais, ça se marche bien, les morilles, ouais, voilà, merci pour la transition. Voilà, on voulait vous parler d'un champignon, bah c'est la morille, gare aux morilles, hein, comme chante très bien Eric Toulis, on la passera pas, hein, promis. Que dire de la morille ? T'as un petit truc là-dessus, toi ? Bah écoute, c'est une des autres stars. C'est la saison déjà. C'est le produit phare de la saison. C'est un champignon qui est vraiment extrêmement réputé. On sait pourquoi. Un goût très très particulier. Après, on peut ne pas aimer parce que c'est quand même très intense. C'est typé, c'est très typé. Moi j'ai une petite recette à vous donner très simple. Si vous trouvez des belles morilles, il faut des morilles un peu parce qu'il y a toutes les tailles, hein. Précise quand même qu'il faut pas les bouffer crus. Il faut pas les bouffer crus parce qu'on en parlait juste avant l'émission. Tu me le disais avant l'émission. Surtout pas crus. Si vous allez à la cueillette, à la différence du cèpe que vous pouvez manger cru, la morille contient une substance qui détruit les globules rouges, donc c'est fortement déconseillé. C'est perte de connaissance, nausées, problèmes neuronaux. Voilà, donc on les mange pas juste en les cueillant. Et pas une grosse quantité, hein. 6 morilles, c'est bon, vous pouvez être
être malade. Donc Ouais. bien cuire les morilles. Si vous avez une belle-mère que vous n'aimez pas, vous pouvez lui servir ça tranquillement, ça l'enverra de patresse. Non, trêve de bêtises. Les morilles. Alors, il faut des morilles un peu grosses pour cette recette-là. C'est une recette que Jean-Pierre Vigato fait, mais que d'autres chefs, j'ai vu Pierre Gagnère, c'est des morilles à la crème, on peut pas faire plus simple. Des morilles un peu grosses parce que nécessairement quand on les poêle, elles vont quand même un petit peu réduire, elles perdent un petit peu d'eau et elles deviennent un peu plus petites. Donc il faut à la base des grosses morilles, juste une petite ça commence souvent comme ça, avec une échalote un peu ciselée, une bonne noix de beurre, on les fait un peu suer tranquillement mais sans trop pour pas qu'elles sèchent trop. Et ensuite, alors, dans la recette de Pierre Gagnère, il met une tasse de café d'expresso. Il a souvent des idées qui sont assez intéressantes. Ouais, non, mais Et ensuite, on met une belle grosse cuillère de crème, un peu de cerfeuil, exactement, Bernard Loiseau, quoi. deux belles pluches de cerfeuil, et on sert ça avec pourquoi pas un joli vin blanc de Bourgogne, ça va très bien avec le vin blanc, avec modération. J'allais en parler après. Mais en tout cas, morilles à la crème, ça marche très bien. Quand elles sont assez grosses, on peut aussi les farcir de ce qu'on a sous la main. Riz de veau, ça marche très bien, par exemple. Si on reste dans le Cher, tant qu'à casser son PEL, on prend du riz de veau et on peut farcir des grosses morilles avec, c'est pas mal. Alors oui, on va préciser quand même les morilles. Là, c'est la saison, donc on est dedans. C'est à peu près 100 € le kilo, frais. Déshydraté, on grimpe à 800-900 € le kilo. Bon, par contre, ça se garde des mois, des années, il n'y a pas de souci, hein, déshydraté. La morille, il faut dire, tu m'avais parlé la production des morilles sur le mou de pommes. J'ai vu ça, mais je ne savais pas qu'on doit en parler, mais c'est incroyable. J'ai vu qu'il y avait une vieille recette, une technique, visiblement, je ne sais pas si tu la connaissais, ancestrale, de Comment produire des morilles chez soi en balançant en septembre-octobre, avant la floraison du printemps, du marc de pomme, donc du Calvados en fait. Alors on jette les semis d'abord de morilles. Ensuite, comme tu dis, c'est même quelques semaines avant pour qu'elles se répartissent, parce que ça respecte en fait le cycle de la morille. Après, comme tu dis, le mou de pomme. Après qu'on est pressé pour le cidre, on balance ça au sol. Alors, par contre, je te dis pas l'odeur, hein. L'ambiance devait être moyenâgeuse, parce que le mou va amener les sucres, les sels minéraux, tout ce qu'a besoin la morille aime le sucre. Développer. Vraiment, c'est un champignon qui aime le sucre. On le trouve souvent au pied des arbres fruitiers parce que la morille aime bien les sols un peu sucrés. Ouais, et la fermentation va amener de la chaleur qui va permettre aux champignons de pousser. Donc il y a déjà ça. Et le dernier cycle, c'est vraiment quand le champignon sort, où on a la belle tête qui explose. Alors, parce que les champignons, ça va super vite, hein. C'est en quelques heures, des fois, on a une tête de champignon qui apparaît dans une forêt. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Et là, on est vraiment sur la cueillette, ainsi de suite. Alors, j'ai regardé, j'ai pas trouvé autant j'ai trouvé des semis de pleurote, de girolles, de trucs comme ça. C'est sympathique. Autant j'ai pas trouvé de semis de girolles. Alors, je sais que ça existe. De morille. De morille, ouais. Pardon. J'ai pas trouvé de semis de morille. Et sinon, moi, je te rejoins sur le vin jaune, justement. Parce que tu peux parler d'un petit vin d'Arbois, un truc comme ça pour accompagner. Vin de Bourgogne ou d'Arbois, oui, c'est Arbois, c'est une bonne idée. Ouais, Arbois, oui, vin jaune, une poule au vin jaune. Ouais. Alors, j'ai une recette sous les yeux, mais je vais plutôt aller sur la mienne. Déjà, la première chose, la poule, moi, je la blanchis. Alors ça, c'est asiatique. C'est pour ce qu'ils appellent enlever le gras gris. Enfin, ce surgras qui est pas agréable. Alors, pas longtemps. Hein. Quand ça bout, on attend quoi? 5 minutes, c'est pas histoire de cuire la poularde. Hein. Donc une poule, une vieille poule, ça coûte pas cher du tout. Hein. Les poules déclassées, là, qui arrivent plus à pondre. Hein, voilà. Tant pis, pas de retraite pour elles. Mais on les blanchit d'abord. Et ensuite, je vais prendre un grand faitout, une petite cocotte, quoi, la cocotte en fonte là. Au fond, je vais faire revenir des échalotes, coupées grossièrement parce que là, on est sur quelque chose quand même d'assez paysan. Ensuite, je vais rajouter mes morilles coupées grossièrement. Voilà, les plus grosses en 4, les plus petites en 2, vraiment, pour les faire revenir légèrement, pas trop non plus. Là, je vais rajouter des pommes de terre
Et ensuite, je ramène ma poularde dessus, par-dessus ma garniture. Au fond, je mets 1 tiers d'eau et 2 tiers de vin jaune. Vin jaune ou vin d'Arbois, pour qui va donner ce le vin goût noir. jaune, je suis obligé de t'interrompre là, Michel, parce que le vin jaune, c'est un vin oxydatif du Jura, qui est le plus onéreux, parce que on trouve des vins de cépage savagnin qui sont élevés de la même façon, qui sont pas à ce prix-là. Alors je vais te donner une petite recette pour toi. Après tu reprends. Moi j'ai un grand ami, un très grand chef que je citerai pas. Il a fait des tests auprès de Jurassiens à l'aveugle. Alors d'abord il mettait du vin jaune. Le vin jaune ça se sert uniquement dans un clavelin, c'est de 62 centilitres. Et chez un caviste tu trouveras ça à 80 ou 100 euros. Donc pour mettre en cuisine c'est un peu compliqué. Après il est passé au vin d'Arbois, juste cépage savagnin non houillé, donc typique oxydatif, mais autour de 15-20 euros la bouteille. Ça passait aussi. Et après, il a utilisé du vin de Shaoxing. C'est du vin chinois que tu trouves en épicerie asiatique à 4 euros, qui a aussi ce côté un peu brune-noix oxydatif, et il a fait cuire ses poulets au soi-disant vin jaune avec ça. Et ben je peux te garantir que devant un parterre de Jurassiens, pourtant avec le palais fin, c'est passé comme une lettre à la poste. Alors plutôt que du vin jaune, mettez du savagnin, et si vous êtes un peu truand, mettez du vin de Shaoxing, vous trouverez ça dans les épiceries asiatiques, ça vous évitera de casser votre PEL. Le vin jaune, faut le boire, faut pas éviter de le mettre en cuisson. Alors, à moins que t'as hérité. On en reparlera. Ouais. Les bœufs bourguignons au Bourgogne, c'est pareil. Ouais. Et alors, ma recette, ensuite on laisse cuire 1h30, facile. Hein, on est sur une poule, hein, c'est pas un poulet. Ouais, je dirais bien 1 heure. 1 heure dans la cocotte, comme ça, fermée. Ensuite, on sort la cocotte, on la découpe très facilement avec une cuillère à soupe, hein, si tout va bien. On dispose les morceaux, les petites pommes de terre autour, les morilles, et là on s'occupe de notre sauce. Notre sauce, on va faire une petite liaison. Moi je fais au jaune d'œuf. Voilà, je fais réduire sauce un peu poulette. de crème. Ouais, voilà, et un peu de crème. Un roux quand même, tu fais un petit roux? Non, même pas, que les jaunes d'œufs. Je fais un petit bouillon bien mélangé, juste que ça épaississe, et après je nappe tout mon plat chaud. Moi j'aime bien ta recette, Michel, mais je trouve que t'aurais pu lui mettre dans le derrière un petite farce quand même à cette poule, parce que voilà, non mais c'est un peu de. Ouais, après on refait une poule au pot, vin jaune, morille. Non, pour plus de gourmandise, un peu de farce. Ouais, un peu de farce, on peut. De la mie de pain, un truc soft. Non, petit. Ouais, mais tu vois, je mets pas de persil, je mets pas d'ail. Parce que j'ai peur de casser le goût du vin, et j'ai peur, et la morille. C'est trop délicat. L'ail, c'est trop beau, c'est trop brutal. C'est trop puissant. Donc en fait, c'est une sorte de poule au pot. Ah oui, c'est une matinée de poule. Comme nous en Normandie, on a notre poule au blanc. Hein, c'était le plat du pauvre. Hein. La poule est ponctue, putain. On peut peut-être cuire le riz à sec si on la met dans le poule. Non, tu connais ça, toi. Si on met du riz cru dans la poule au moment de la cuisson, tu vas le sortir cuit, non? Ou ça va il faut amener de l'humidité quand même là. Ouais. Ça peut marcher, hein, vu que si on laisse la cocotte fermée, il y a de l'évaporation. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. C'est un riz pilaf, c'est 17 minutes, 17 minutes, 20 minutes. Faudrait essayer de faire une farce de riz cru, voir si ça cuit dedans. Mais tu vois, ça me tente, parce que je pense toujours aux tomates de ma grand-mère, où on mettait du riz cru au fond du plat, et on avait du riz, quoi. Petit mouillement, ouais, je pense qu'il faut un petit peu. Enfin, si elle est immergée dans la cocotte, à mon avis, le riz, il va prendre du jus, hein. Faudrait tester ça, tu me diras si ça marche. On essaiera. Enfin voilà, t'as d'autres précisions, non? Non, si ce n'est de dire que ça aussi, là, ça va être les petits pois, les fèves, enfin plein de produits de saison, donc profitez-en, là, parce que le printemps est une belle saison pour la cuisine. Tout ce qui émerge. Mais ça passe vite, les fèves, les petits pois, tout ça, c'est très croquant, c'est très bon, c'est vraiment le retour des beaux jours, donc faites-vous plaisir avec des beaux légumes et des beaux produits. On parlera peut-être de l'agneau bientôt, parce que c'est Pâques qui arrive aussi. Ah oui. Et là, c'est un autre sujet. L'agneau, ça, j'en suis friand, moi. Tiens, là, j'adore. Provençal, gascon, normand, je te fais l'agneau. Ouais, c'est dans 15 jours, donc pourquoi pas parler de l'agneau pascal. Voilà. Enfin, c'est Michel, c'est pas Pascal. Ouais. Bon, enfin, c'est ainsi que se termine Gastronomiquement Vôtre pour aujourd'hui. Merci Henri. Merci Michel, merci Lucie. Merci Lucie à la technique. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes ainsi que sur west-track.com. Suivez-nous sur la page de l'émission sur Facebook. Et comme disait Joël Robuchon, et bon appétit, bien sûr.